Bienvenue autour de cette grande table des idées avec, comme un jeudi sur deux, après 13h20, le rendez-vous de la médiatrice aujourd'hui. Et dans l'actualité des idées, je rêve donc je suis. De quoi nous parlent nos rêves et que disent-ils de nous? On en parle avec notre invité, le sociologue Bernard Lahire. Il est professeur à l'ENS Lyon. Pour La part rêvée, le deuxième volume de son interprétation sociologique des rêves à la découverte, il est aujourd'hui donc notre invité. Une sociologie des soucis. Nous disiez-vous, Bernard Lahire, en 2018, autour de cette grande table à l'occasion de la parution du premier volume. Une sociologie des soucis qui témoigne d'un monde social qui nous poursuit la nuit et nous hante jusqu'à l'intérieur de nos rêves. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Vous dites cependant que ces problématiques existentielles, celles que vous ont racontées, les personnes qui vous ont confié leurs rêves, ne constituent pas l'objet véritable de l'ouvrage. Alors juste pour commencer avec ça, quel est le vrai sujet ? Alors le vrai sujet, c'est de comprendre comment se fabrique un rêve et quelle signification il a. Et ça, c'est une tâche qui est difficile parce que la sociologie n'était pas du tout prête à ça. C'est pas un objet évident pour la sociologie, donc il a fallu beaucoup construire, on va dire, dans le premier volume, un cadre pour essayer d'imaginer comment tout ça s'articulait, comment les différents éléments du rêve, comment le passé, le présent s'articulaient, etc. Et puis inventer une méthode, parce que la méthode a été bricolée. Et le deuxième volume, c'est une série d'études de cas qui essayent de montrer voilà, comment ça marche. C'est aussi bête. La méthode appliquée. Voilà, ouais. Voilà. La fabrique du rêve ou le processus de formation du rêve, ça, la psychanalyse n'y avait pas répondu non plus à cette question-là. Si, en fait, je me pose exactement la même question que Freud. Et vraiment, Mais le sociologue y apporte une autre réponse. Oui, et en même temps, moi, j'ai essayé d'intégrer Freud. C'est-à-dire que c'est pas une approche qui est parallèle et qui ne dialogue pas, ni quoi que ce soit. Enfin, moi, je suis parti de Freud parce que c'était le modèle savant d'interprétation des rêves le plus fort, le plus puissant, et qui s'est développé, qui a donné lieu à beaucoup de travaux, et en même temps qui a été beaucoup critiqué par des sciences sociales, humaines ou neurosciences très, très diverses. Et moi, j'ai essayé de synthétiser autour de ça. Donc, j'appelle ça une interprétation sociologique parce que je suis sociologue, mais ça devrait s'appeler l'interprétation du point de vue des sciences humaines et sociales, des rêves. Et ça intègre, pour moi, la psychologie. Je ne fais pas de grande différence, en fait, entre les disciplines. Et c'est passionnant, du coup, d'entrer avec vous dans la vie d'une inconnue, dans ses pensées, refoulées ou pas, dans l'intimité, en tout cas, de sa psyché. Et c'est pas sans rappeler le succès fou, en ce moment, de la série En thérapie sur Arte, qui filme les séances de 5 sujets, médecins, flics, une jeune nageuse, ou encore un couple, avec leur psy dans un Paris meurtri par les attentats de novembre 2015. Est-ce que cette relation en miroir entre l'histoire collective et l'intime, vous l'avez aussi retrouvée dans ces rêves que vous avez interprétés? Est-ce qu'elle vous paraît aussi explicite? Ah oui, j'allais dire, le rêve, c'est le lieu où se nouent des intrigues très singulières, parce que les gens ont des histoires très particulières, dans un ordre particulier. Et en même temps, tous les problèmes qu'ils ont à affronter, en fait, sont des problèmes de nature sociale. C'est-à-dire que c'est leur place dans des groupes, c'est des expériences qu'ils ont dans des institutions. Ces groupes, c'est la famille, et ça, Freud l'avait bien compris, dans la petite enfance, mais ça continue avec l'école, avec le travail, avec l'église, le parti, toutes les institutions que nous traversons et tous les groupes que nous fréquentons. Et tous ces lieux sont des occasions à la fois d'épanouissement, dans certains cas, et de conflits, d'affrontements, de contradictions, etc. Et tous les problèmes sont ceux qui, en fait, ressurgissent la nuit dans les rêves. Parce que c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment dans la société française et pas seulement, parce que beaucoup d'actualités, d'essais paraissent à ce sujet. On a le sentiment que les rêves que vous avez interprétés sont particulièrement d'époque ou d'actualité. Pourquoi ? Parce que, et je rappelle juste la méthode, 8 personnes vous ont confié leurs rêves, des cahiers remplis parfois pendant des décennies pour l'un, avant de répondre à vos questions sur leur vie. 4 hommes et 4 femmes enquêtés, dont Laura qui parle de ses sentiments de transfusion
refuge de classe et de domination masculine. Clément, du rapport contrarié à l'héritage familial. Solal, d'abandon du père très tôt dans son enfance. Louise et Lydie, de leur rapport aux hommes. Cette question de la relation homme-femme, de la domination masculine, des violences sexuelles, de l'inceste aussi, c'est un sujet récurrent dans les rêves de chacun d'entre eux. Comment vous l'expliquez ? Je l'explique par le fait que on est en train de le découvrir petit à petit, parce que c'était des réalités très largement cachées, mais évidemment, la domination masculine ne prend pas systématiquement la forme de l'inceste ou du viol ou du comportement malsain avec des hommes par rapport aux femmes, mais cette domination est omniprésente. Donc c'est que parmi mes enquêtées femmes, on est cette thématique-là qui revienne, c'est juste un reflet de ce qui se passe dans le monde social. La domination masculine est omniprésente, sous des formes très très différentes. Et donc, voilà, moi je n'ai pas choisi, je ne savais pas en fait quels étaient les problèmes de mes enquêtés, et eux-mêmes ne savaient pas exactement, sauf pour certains qui pensaient qu'il y avait quelques problèmes qu'ils pouvaient avoir repérés eux-mêmes, mais la plupart ne savaient pas ce qu'ils découvraient dans leurs rêves. Et des sujets plutôt tabous dans nos discussions sociales réapparaissent dans les rêves, et c'est peut-être aussi pour chacun une manière de traiter de ces questions. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Freud parlait de censure dans le rêve qui expliquerait que ce soit aussi tordu, aussi incongru, aussi absurde, parce que ce serait codé. Donc il y a une censure et on essaye de contourner la censure par une sorte de codage, de chiffrage. Et en fait, s'il y a un lieu, un moment de la pensée et de l'imagination qui est sans censure ou quasiment sans censure, c'est bien le rêve. C'est là où se disent des choses. Et je pense que les 8 cas le montrent. Les enquêtés disent des choses parfois horribles pour les gens autour d'eux, pour leur père, pour leur mère, pour leurs frères et sœurs, pour leurs camarades ou leurs conjoints. C'est pas quelque chose qui se dit dans le monde social, et ça se dit, enfin dans le monde social éveillé, et ça se dit la nuit, parce qu'il y a une libération d'une certaine façon de l'imagination. Comment vous avez pensé votre place dans cette enquête ? C'est très particulier, tout ce que ces gens sont venus vous confier. Vous êtes entre le prêtre et l'analyste, entre la confession et l'analyse. Mais vous avez quand même entendu des mots, des paroles de la part d'inconnus qui étaient très intimes et très personnelles. Hein. Oui, je remercierai jamais assez, en fait, les personnes qui m'ont livré beaucoup d'histoires les concernant, et des choses parfois très gênantes, parce que les rêves forçaient à dire des choses, à raconter des choses qu'ils n'avaient a priori pas envie de raconter, et qu'ils racontaient parfois pour la première fois à quelqu'un. Oui, c'est des heures passées, c'est au minimum 20 heures, et avec une enquêtée, j'ai passé 61 heures d'entretien. C'est long, ça veut dire qu'on passe du temps avec les gens, qu'on s'attache aussi aux personnes. On a un intérêt, si on n'a aucun intérêt pour l'être humain, on ne peut pas passer autant de temps avec eux. Et puis la sociologie, généralement, fait 2-3 heures d'entretien et s'en va. Moi, je suis resté très longtemps et on m'a confié beaucoup de choses. Non seulement des récits de rêves, mais beaucoup d'éléments qui étaient nécessaires pour comprendre le rêve. Et c'est le temps de la parole libérée, justement ce temps que vous avez pris et qu'ils vous ont donné. Après le premier volume de cette interprétation sociologique des rêves, dont vous étiez venu nous parler, Bernard Lahire, autour de cette grande table, votre intuition s'est confirmée. Nous sommes bel et bien, tous un peuple de rêveurs. Vous écrivez ce que je n'imaginais pas en revanche et qui s'est imposé à moi, c'est que nombre de rêveurs et de rêveuses ont pris contact avec moi depuis la parution du premier volume, me proposant des carnets ou encore des journaux de rêves. C'est après avoir entendu
parler, ou vous avoir entendu parler à la radio de votre interprétation, volume 1, que Georges vous a contacté. On ne va pas pouvoir parler des 8 personnes que vous avez... C'est Gérard. Gérard, j'ai dit Georges, pardon, oui, Gérard. Oui, c'est Gérard. On ne va pas pouvoir parler des 8 personnes que vous avez écoutées pendant cette recherche, pendant ce travail. On a choisi de se concentrer sur lui, sur Gérard. Il a compilé, lui, c'est assez fascinant. Il a noté les rêves de toute une vie, et ce depuis 79, pendant 40 ans. Oui. Avec quel projet il a fait ça ? Eh ben, c'est difficile de parler de projet, parce qu'il a même un rêve qui date alors qui est très isolé, mais qui date de 1965, donc quand il avait 11 ans. Et donc, il a commencé à noter ses rêves, parce qu'il explique une situation. Il était en Côte d'Ivoire, il travaillait en coopération à l'époque, en Côte d'Ivoire, et il a fait un après-midi une sieste, et il est sorti d'un rêve tremblant, quasiment en transe, et il s'est mis à écrire ce rêve. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à écrire des choses. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en lui qui est remonté d'une certaine façon. Il a nécessité d'écrire ses rêves. Alors en plus, il était devenu formateur. C'est quelqu'un qui vient d'un milieu populaire, hein, très populaire, d'Aubervilliers. Il était formateur, et donc il avait toutes les techniques, il avait des outils informatiques, etc. Donc il a écrit, il a tapé ses rêves. Et il en avait 700 au moment où il m'a contacté, et puis en fait il en a rajouté en tout plus de 300. Donc on était à plus de 1000 rêves à la fin, parce qu'il y en avait plein qui étaient sur des mini-cassettes, dans des fichiers audio, etc. Et il a repris tout ça pour moi, et on s'est vu longuement pour parler de tout ça. Un millier de rêves, dont certains que vous reproduisez ici. Je pense avoir eu la sensation... Il raconte ce premier rêve de 79 qu'il a noté à l'hôtel en Côte d'Ivoire. Je pense avoir eu la sensation, là, de découvrir quelque chose, d'avoir un ressenti particulièrement fort au réveil. C'est des choses très physiques, des frissons même au moment d'écrire le rêve. C'est, je pense, dit-il, j'ai assez vite compris que les rêves étaient l'expression de quelque chose de très, très intime et très personnel. Et donc, je ne sais pas si on peut parler d'auto-analyse, mais je pense que ça correspondait à ça, cette envie d'écrire. Alors d'abord, donc, Gérard, qui est-il ? Il a 67 ans aujourd'hui, il est retraité, il est né à Aubervilliers, il a quitté assez tôt sa famille. Il est monté socialement, comme vous l'évoquiez. C'est un transfuge de classe, hein, lui aussi. Il a beaucoup voyagé. Et maintenant qu'on a à peu près ce portrait robot social de lui, sociologique, on va écouter 3 bribes de rêves de Gérard qu'il a retranscrit au matin dans ses carnets, lui ici, par Romain de Bec de Lièvre, montage signé Thomas Beau. 14 novembre 1993. Mon grand-père dansait sur un grand livre, un livre peint par Dali. Il y a sur cette toile, sur ce livre, un fond à l'encre de Chine. Puis un pinceau dessine un M, en noir et blanc. Le pinceau chasse l'encre de Chine. En se rapprochant, on voit que le fond est constitué de mots soudés entre eux. Attachés. Ils sont unis. Ce n'est pas comme un livre, c'est une image de mots. La danse de mon grand-père sépare les mots et ils redeviennent de vrais mots comme dans un livre. Les mots se libèrent et reprennent une réalité. Ils ont un sens, ce n'est plus une peinture, ils étaient reliés par du vernis à toile pour fixer les gouaches. Le vernis ressemble à du sperme. Les mots étaient reliés par du sperme. La danse libère les mots. 26 août 1996. Au Breuil, je dors dans un lit maintenant. Il y a 2 lits. 2 lits. La nuit, je suis réveillé car mon cousin vient dormir dans le lit à côté. Il fait du bruit. Il me réveille. Mon cousin vient dormir dans le lit d'à côté. Il y a 2 chiens qui rentrent dans la chambre. Ils me lèchent. Je gueule. 14 mars 2018. Je traverse une rue pour aller rejoindre un petit immeuble qui ressemble à mon école, Robespierre, à Aubervilliers. Je gueule. Je monte un escalier assez grand, blanc, où il y a d'autres personnes. C'est l'escalier de l'école, à Aubervilliers. En haut de l'escalier, je me retourne et je mets un coup de pied dans quelqu'un. Je gueule. Il y a un costume, il se met à flotter au-dessus des autres, sans tête ni jambes, qui flotte à plat au-dessus des gens. Je m'aperçois que c'est comme l'homme invisible dans les films. Je prends l'ascenseur, je monte d'un étage, c'est dans la pénombre. Lorsque j'ouvre la porte, je sais qu'il y a quelqu'un qui m'attend.
certainement celui que j'ai frappé. Il y a des mots très durs dans tout ce qu'il raconte, très crus aussi, des scènes qu'il a vécues dans ses rêves, dans ses moments oniriques. Qu'est-ce que vous avez compris, vous, Bernard Lahire, de cet homme à travers ses rêves ? Si vous voulez, on a essayé de le comprendre ensemble d'une certaine façon, parce que moi, je ne peux pas, sur la base uniquement des rêves, comprendre quoi que ce soit. Je peux faire ce que j'ai commencé à faire, c'est de regarder un peu de quoi parlaient les rêves, si on peut dire les choses comme ça, parce que c'est tellement bizarre que c'est difficile de dégager des thèmes. Mais il y a des mots qui reviennent, il y a beaucoup de mots très, très crus autour du sexe, de la sexualité, c'est aussi scatologique, la merde et le sperme. Enfin, c'est vraiment, j'ai fait des recherches systématiques sur les rêves autour de ces mots-là, parce que ça revenait systématiquement. Donc, visiblement, il y avait quelque chose autour de la sexualité qui le troublait, qui le travaillait. Et puis, beaucoup de violence, beaucoup de violence associée à de l'homosexualité. Souvent, il y a des figures d'homosexuels. Tout ça était très confus au départ. Et puis, on a remis les choses petit à petit en place avec une histoire biographique très, très précise. Et on a compris petit à petit que, oui, il y avait quelque chose qui s'était passé dans sa petite enfance, avant l'âge de 7 ans. Il peut le dater comme ça parce que tout se ramène dans ses rêves à un lieu particulier qui était le lieu où habitaient ses grands-parents maternels, dont ils sont partis alors qu'il avait 7 ans. Donc tout se ramène à ça, beaucoup de symboles, beaucoup d'éléments vestimentaires, physiques, etc., qui se ramènent à son grand-père. Et on comprend petit à petit qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qu'il y a visiblement eu des rapports sexuels entre le grand-père et lui, et que tous les rêves, après, prennent sens par rapport à ça, parce que c'est rempli de violence, c'est rempli de sentiments aussi de culpabilité, de n'avoir rien dit à l'époque, aussi de suspicion que sa famille pouvait peut-être savoir quelque chose, que peut-être que d'autres ont vécu ce qu'il a vécu, mais sans le dire, et donc tout s'est répété. Bref, il était dans une interrogation qu'il ne s'avouait pas lui-même explicitement, mais qui est montée petit à petit au cours des années des décennies où il a écrit ses rêves. Et ce qui explique aussi qu'il soit parti tôt de chez lui. Il raconte ce sentiment qui n'était pas formalisé non plus. C'était pas formalisé, c'est ça. D'étouffé, de manque d'ouverture. C'est exactement ça. C'est une prison, en fait, cet inceste qu'il a probablement vécu. Alors, c'est doublement une prison. Et c'est là où on voit les rêves fonctionnent de manière très, très particulière. Parce que c'est à la fois, il s'est libéré en partant de chez lui, déjà d'un milieu familial, parce que son père et sa mère étaient ce qu'il appelle des taiseux, des gens qui ne parlaient pas, ils étaient taciturnes, il n'y avait pas beaucoup d'effusion de sentiments, etc. Il pense que ses parents l'ont aimé, mais que ça ne se voyait pas, et qu'il n'y avait pas d'expression de l'amour. Et tout ceci se conjugue à l'inceste grand-paternel. C'est les deux, parce que souvent, dans des rêves, il y a aussi le côté « j'habite dans une prison ». Et là, il voit, dans cette prison, c'est l'espace domestique qu'il a connu quand il était enfant avec ses parents. Voilà. Vous évoquez, Bernard Lahire, d'ailleurs, le contraste entre l'homme que vous avez devant vous et celui qui apparaît derrière l'écran onirique, ce qu'il confirmera d'ailleurs au cours d'un entretien avec vous, où il vous dit « Ma vie onirique nocturne, oppressante, étouffante, m'a certainement permis d'avoir en parallèle une vie diurne dont je suis assez heureux. » C'est aussi ça à travers ces témoignages, des rêves qui lui ont peut-être permis à lui d'évacuer inconsciemment les problèmes. Sans doute. Alors, c'est difficile de savoir si ce sont les rêves eux-mêmes, si c'est le fait de commencer à les écrire, ou si, et je pense que c'est aussi une étape importante, c'est le moment où il commence à non seulement les écrire, mais en parler. Il a fait une analyse, mais avec un
un psychanalyste qui ne lui parlait pas de ses rêves, ou très peu, qui n'a pas interprété véritablement ses rêves. Et avec moi, on a continué ce travail-là. Donc la question, c'est est-ce que ce sont les rêves eux-mêmes ou l'expression de ces rêves? Je pense que c'est un peu entre les deux. Et en tout cas, oui, il y a un grand contraste, parce que ces rêves sont très rock'n'roll ou punk, j'allais dire. C'est rempli de violence, c'est trash, c'est vraiment terrible. Et j'ai en face de moi un monsieur très discret, très poli, très policé, très gentil, et qui ne parle pas tant que ça, en fait. Là, vous avez cité un long extrait d'entretien, mais souvent ses réponses sont assez courtes, parce que c'est pas quelqu'un qui a l'habitude de parler beaucoup. Et oui, il y a un contraste. Je pense que, et lui-même en est persuadé, que s'il a pu expulser d'une certaine façon ça dans ses rêves et l'expression de ses rêves, ça a pu l'aider à vivre une vie apaisée, qu'il estime heureuse. Et on espère qu'il va mieux aujourd'hui aussi par cette démarche qu'il a pu faire. En fait, c'est intéressant parce qu'on a toujours cette idée du rêve qu'on oppose au cauchemar comme étant un temps calme, un peu échappatoire, léger, aérien. Cette fabrique du rêve, en fait, elle révèle énormément de choses. Nos rêves de confinés. Est-ce que vous avez commencé à récolter des rêves de confinés? Parce que pendant le confinement, on a vu que cette activité-là, onirique, se dédoublait, hein. C'est-à-dire que je pense qu'on a beaucoup parlé de rêve parce qu'il y a eu beaucoup de gens en télétravail et qui, du coup, n'étaient pas obligés de courir au travail le matin et d'être happés par toute cette urgence de se déplacer jusqu'au lieu de travail. Donc, les gens ont pris un peu plus de temps, et ça, c'est des bonnes conditions pour se rappeler de ces rêves. Parce que tout le monde rêve. Tout le monde rêve toutes les nuits. Ouais, sauf si vous mourrez, alors là, vous ne rêvez plus. Mais l'activité du cerveau est permanente. Donc, on sait que tout le monde rêve toutes les nuits, mais certains s'en rappellent et certains ne s'en rappellent pas. Alors, les gens s'en sont plus rappelés dans la période du premier confinement, où j'ai effectivement lancé un appel de rêve. Pas un appel de rêve lié au confinement, mais dans la période du confinement. Ce qui fait que beaucoup de gens... j'ai eu quand même 740 rêves, et donc je suis loin d'avoir exploité tout ça. C'est un travail de titan, hein, de travailler sur des cas aussi différents, parce que les gens m'envoyaient parfois une dizaine de rêves, parfois certains une vingtaine, et d'autres un seul. Ouais, j'ai beaucoup de gens qui m'ont répondu sur un seul rêve, ce qui est acrobatique pour une interprétation. Et vous avez notamment recueilli les rêves de la petite Judith, 4 ans. Elle a vu ses parents dans ses rêves qu'elle pensait tout puissants comme des super-héros qui perdraient leur pouvoir. Ce qui vous fait dire, Bernard Lahire, la fragilité et l'impuissance de l'humanité. Fut-elle économiquement, technologiquement et médicalement la plus puissante connue depuis l'avènement d'Homo sapiens, révélée par un virus invisible à l'œil nu, il y a des rêves d'enfants que nous serions bien avisés de ne pas ignorer. Mais oui, c'est une petite qui a 4 ans et 2 mois exactement. Je parle comme des psychologues parce que les mois comptent dans cette période. Et qui rêve, qui a vu ses parents affaiblis par le virus, qui a pensé que son père pouvait mourir, puisqu'elle a demandé à sa mère dans la vie éveillée, et papa est comme dans un cercueil. Voilà, donc c'est très dur pour une petite fille, et elle a vu ses parents s'affaiblir. Or, pour un enfant, les parents, c'est des puissants. Et elle voit dans son rêve des super pouvoirs qui sont retirés à ces super-héros qu'elle connaît très bien et qui sont dans sa chambre. Voilà, et on voit comment nos imaginaires sociaux se sont installés, fabriqués dans nos rêves pendant le grand confinement, ce que racontent nos nuits, hein, de cette privation de liens qui s'est mise en place. Est-ce que vous rêvez? Est-ce que vous notez vos rêves, Bernard Lahire? On terminera là-dessus. Alors je rêve, comme tout le monde, oui. Je me rappelle très peu, et quand je m'en rappelle, je n'ai pas toujours les possibilités de les interpréter, parce qu'on n'est pas les mieux placés pour interpréter ses propres rêves. Je crois que Freud avait commis sans doute l'erreur de penser qu'on peut faire ça,
Et je pense qu'on n'est pas très lucide sur Mais soi-même. si vous notez tout avec le même protocole que vous avez donné à vos rêveurs, que vous ne modifiez pas des choses gênantes, vous pourrez ensuite confier cette matière à d'autres, parce que Absolument. c'est aussi la beauté de ce geste sociologique. C'est un acte inaugural, un nouveau champ en sciences sociales qui s'est ouvert derrière vous. Et d'autres reprendront cette matière à vos côtés prochainement. Ça se lit comme on regarde en thérapie sur Arte, Bernard Lahire, La part rêvée. C'est une possibilité, grâce à vous et à travers vous, d'entrer un peu dans l'intime et l'imaginaire d'autres. Et on verra qu'il y a beaucoup de correspondance aussi avec nos vies et avec nos rêves. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Merci à vous. Bernard Lahire. La part rêvée, deuxième volume de l'interprétation sociologique des rêves, apparu à la Découverte. France Culture, il est 13h22. Tout de suite, le rendez-vous de la médiatrice, comme un jeudi sur deux. Emmanuel Davier, aujourd'hui avec Nicolas Martin, le producteur de la méthode scientifique. Nicolas Martin, bonjour. Bonjour. L'Association des journalistes scientifiques de la presse d'information a dévoilé le lauréat de son prix du journaliste scientifique 2021 et c'est vous, Nicolas Martin, bravo. Merci. Le jury a apprécié la diversité de votre travail, l'ambition scientifique et vos qualités d'intervieweur comme de vulgarisateur. Au sujet de cette récompense, une auditrice qui est apicultrice, elle se reconnaîtra peut-être, vous écrit « Je suis hyper heureuse que vous ayez eu ce prix. Je vous le remets pour chaque émission. Je me régale, c'est accessible. Je suis plutôt littéraire et une scientifique frustrée. Vos émissions m'ont tout simplement ouvert à la voie de la physique et à l'espace avec des invités passionnants. » Fin de l'extrait de son message. Cette auditrice souligne un aspect essentiel de votre travail, le choix de vos invités. Nicolas Martin, selon quels critères évaluez-vous la pertinence d'inviter un médecin, un scientifique, un chercheur dans votre émission ? Alors déjà, merci pour ce message et pour vraiment les centaines, et j'exagère pas, de messages que j'ai reçus de la part d'auditrices et d'auditeurs. Je veux dire que tout ça, effectivement, fait très plaisir parce qu'on se rend compte simplement qu'on parle aux gens, que ça marche et c'est une jolie reconnaissance. Et merci évidemment à la JSPI pour ce prix qui me touche, je dois dire vraiment sincèrement, parce que c'est un prix collectif, je l'ai déjà dit, de toute la méthode scientifique, de toute l'équipe qui m'accompagne, mais c'est vrai que c'est toujours agréable. Pour répondre à cette question, c'est essentiel. Le choix des interlocuteurs. Dans mon équipe, c'est Ève Etienne, surtout, qui s'occupe de trouver, une fois qu'on a défini ensemble le sujet de l'émission avec le reste de l'équipe, de trouver les interlocuteurs adéquats. Et les critères sont assez simples. Les critères, ce sont les travaux scientifiques. C'est-à-dire que la plupart du temps, on va chercher, en fonction du sujet, quelles sont les publications dans les revues à comité de lecture, dans les revues à fort facteur d'impact, éventuellement, dans un deuxième temps, les publications littéraires, les livres qui ont été écrits, sinon les thèmes de recherche simplement, ça peut être aussi les thèmes d'enseignement quand il s'agit d'enseignants-chercheurs, donc on va vraiment juste choisir nos interlocuteurs en fonction du secteur sur lequel travaillent les personnes pour trouver les spécialistes au plus près de la question qu'on veut traiter. On poursuit avec une question sur les conflits d'intérêts. C'est une question très fréquente dans les courriels. Je vous lis l'un d'entre eux. Depuis la crise du Covid, nous entendons beaucoup de médecins parler. Or, vous ne citez jamais les liens d'intérêt que peuvent avoir vos intervenants avec les laboratoires pharmaceutiques. Pourtant, ces liens d'intérêt modifient la partialité des intervenants. Je crois qu'il serait pertinent de les citer. Nicolas Martin, cette remarque vous paraît-elle fondée? Et quelle est la différence entre lien d'intérêt et conflit d'intérêt ? Alors oui, cette remarque, elle est totalement fondée parce que les conflits d'intérêts sont une gangrène en sciences comme ailleurs, comme dans d'autres disciplines, parce qu'évidemment, ils altèrent l'objectivité des propos qui peuvent être décernés. Mais il faut bien discerner plusieurs choses. C'est-à-dire que des liens d'intérêt, en l'occurrence, il y en a dans certains secteurs plus que dans d'autres. En l'occurrence, pour ce qui nous concerne, c'est plutôt dans le domaine médical. Et des liens d'intérêt, ils doivent être déclarés, donc ils sont publics, et c'est la façon dont des scientifiques travaillent avec l'industrie. Or, pour un scientifique, travailler avec l'industrie, c'est normal, c'est naturel, l'industrie a besoin des scientifiques, les scientifiques ont besoin de l'industrie, et ça n'est pas forcément de la malversation. Les conflits d'intérêts, c'est typiquement lorsqu'un jugement qui concerne un intérêt public risque d'être influencé précisément par un intérêt privé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les conflits d'intérêts, encore une fois, les liens d'intérêt sont rendus publics. Donc, quand la question se pose de se dire qu'une personne qui est à mon micro
pourrait d'un seul coup faire de la promotion pour un laboratoire, pour un médicament. Évidemment que systématiquement, je pose la question à la personne en direct dans l'émission, et nous mettons et nous publions en général sur le fil Twitter de l'émission, qu'on peut retrouver sur le site de l'émission après, un lien vers la page où tous les liens d'intérêt sont déclarés. Mais ce que je voudrais préciser là-dedans, c'est que je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup, je pense qu'on surestime, ou l'opinion publique surestime un peu ce que peuvent être les conflits d'intérêts. Parce qu'évidemment, dans la science comme ailleurs, eh bien, il y a des gens plus ou moins honnêtes, il y a des gens très honnêtes, la majeure partie, puis il y a quelques personnes malhonnêtes, comme partout ailleurs. Or, il semble évident que les conflits d'intérêts peuvent concerner le domaine biomédical, qu'on n'en trouve pas partout. Par exemple, en mathématiques, on voit mal où on pourrait trouver des conflits d'intérêts, ou dans d'autres secteurs de la recherche, je ne sais pas, en philosophie des sciences ou en épistémologie. Bref, donc en tout cas, nous, on pose la question à chaque fois. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que plutôt que de voir ou de suspecter des conflits d'intérêts partout qui seraient dissimulés, alors qu'encore une fois, la loi oblige à rendre les liens d'intérêt publics, il y a des choses, moi, qui me surprennent, c'est de voir comment, par ailleurs, un autre fléau qui gangrène la science, qui s'appelle la malscience, avec des chercheuses et des chercheurs qui publient des études qui sont ni faites ni à faire, et qui sont par ailleurs invités sur tous les plateaux télé ou les plateaux radio, ça pose moins de problèmes. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on donne aujourd'hui la parole à des gens qui produisent de la science de mauvaise qualité, qui accaparent une partie du discours médiatique, et on n'interroge pas le problème de l'honnêteté, finalement, de ces chercheuses et de ces chercheurs qui sont minoritaires, mais qui, néanmoins, et notamment cette dernière année, suivez mon regard, ont eu des temps d'antenne exorbitants au regard de la mauvaise pratique scientifique qui est la leur. Je donne un exemple classique. Quelqu'un qui va faire et qui va produire, par exemple, 3000 études en 10 ans et s'en vanter, ça ne pose de problème à personne. 3000 études en 10 ans, Emmanuel, on fait le calcul rapide, 300 études par an, ça veut dire une étude par jour. Et ça ne pose aucun problème à plusieurs médias de donner une tribune et de réinviter ces personnes-là à leur micro. Donc, au lieu d'envisager ou de surestimer la part des conflits d'intérêts, il y en a et il faut les dénoncer quand ils existent. Il faut aussi se poser la question de ce que sont ces scientifiques, qui sont heureusement une poignée par rapport à l'écrasante majorité des chercheuses et des chercheurs, qui malgré tout ont quand même leur ronde serviette et le micro ouvert dans un certain nombre de médias audiovisuels, quels qu'ils soient. Merci Nicolas Martin. Voilà, Nicolas Martin au micro d'Emmanuel Davier. Nicolas Martin qui est au 7e siècle, car il vient de recevoir par ailleurs le prix Ciel et Espace du meilleur livre d'astronomie 2021. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Oriane Delacroix pour La Grande Table Culture, Jean Bulot pour les idées, préparation signée Laura Dutèche-Pérez avec Valentine Allouin et Cathy Renaud, chargée de programme Henri Leblanc, réalisation aujourd'hui Thomas Beau avec Jean Frédérix à la technique. Très bel après-midi à tous sur France Culture.